puisque vous êtes là ce soir avec nous et que vous avez préféré écouter parler de microbiote que de regarder le rugby. Merci en tout cas d'être présent avec nous pour cette soirée autour de la révolution microbienne. Donc pour la vie, c'est le titre de cette soirée. Je vous présente nos invités. Fabienne Paulin, vous êtes professeure agrégée à l'Université Lyon 1, vous êtes docteur en didactique des sciences et secrétaire de la Fédération Biogé. Éric Orsena est à votre gauche, écrivain et académicien. Vous avez reçu le prix Goncourt en 1988. Votre dernier ouvrage s'appelle Histoire d'un ogre. C'était chez Gallimard, c'est ça, hein? À votre gauche, Gilles Boeuf. Bonjour Gilles. Biologiste, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et Sorbonne Université. Et donc, Marc-André Sellos, microbiologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Puisque nous sommes avec un homme de lettres et une didacticienne, j'aimerais d'abord qu'on s'arrête un instant sur ce mot de microbe. Parce que finalement, on l'a commenté un petit peu au cours de la journée. C'est vrai que ce microbe nous semble toujours être l'ennemi numéro un. Et là, il y a quand même un gros malentendu qu'il faut essayer de chasser, non? Prenez un micro, Fabienne Paulin. Oui, disons que dans le champ de la didactique, on s'intéresse au savoir, au contenu de savoir. Et effectivement, les mots ont un sens. Et quand on dit microbe, micro-organisme, microbiote, monde microbien, on ne dit pas forcément la même chose, notamment pour des élèves. Entre nous, oui, on peut dire la même chose, on se comprend, mais avec des élèves qui sont relativement naïfs devant ces nouveaux termes, eux, ils vont les mettre en relation avec leur propre conception du vivant. Et c'est là que ce qui revient dans les études en didactique, on cherche à connaître les conceptions des élèves, le déjà là des élèves, pour travailler avec et puis le dépasser. Évidemment, c'est le microbe, c'est l'ennemi. Mais ça vient aussi du quotidien, hein, c'est des connaissances quotidiennes, puisque quand on est, soit en tant que parent ou soit quand on était petit, si on se salissait les mains, on disait attention, attention, on ne met pas à la bouche, c'est plein de microbes, c'est plein de saletés. Continue de le dire, et ça s'inscrit. Et donc, microbe, le terme est porteur de quelque chose de négatif, de pathologique. Et donc, effectivement, si on continue d'utiliser microbe, il faut expliciter ce sens nouveau qu'on veut lui donner. Mais alors, est-ce que le terme est encore pertinent aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut trouver une autre idée, ou alors absolument lutter pour la réhabilitation du mot microbe? Alors, microbe, d'un point de vue phylogénétique, c'est pas forcément, c'est assez flou finalement, hein. C'est une catégorie qui est antérieure à la phylogénie, enfin à la classification actuelle. Donc c'est un terme qui est flou, mais c'est un terme que tout le monde comprend en même temps, mais comprend à sa façon. Donc dans l'enseignement, on est sans arrêt confronté à ça. Voilà. Éric Orsena, j'aimerais vous entendre sur cette question sémantique. Oui, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde au microscope et quand Pasteur notamment, mais d'autres avant lui, voient des petites bêtes dont ils se disent tiens, ils sont responsables de maladies. C'est comme ça que ça marche, le départ. On ne voit pas qu'ils sont co-responsables de la vie, mais d'abord responsables de maladies. Donc, ils demandent comment est-ce qu'on va les appeler. Donc, quelqu'un propose, et puis c'est validé par l'ITRE. C'est l'ITRE qui valide le mot microbe, parce que c'est la vie en petit et tout ça, etc. Mais au début, c'est le serial killer. C'est-à-dire, on nomme celui qui est responsable de ce qui ne peut pas venir par génération spontanée. C'est ça le départ. C'est prouver qu'il y a un responsable et ça ne vient pas de miasme ou de sorte de génération spontanée, en montant au sommet, etc., etc. Et donc, ça revient que ça. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est que à l'Académie française, Pasteur sera le successeur de Littré. Il engueulera Littré, alors qu'il est mort, en disant que c'était un dangereux positiviste. Et Renan dira à Pasteur, calmez-vous, vous allez nous apprendre des tas de choses dans l'ordre de la science, mais dans l'ordre de la nuance et de la bienveillance, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, nous. Donc Gilles Boeuf, hein, les microbes ne sont pas que des menaces. C'est ce qu'on essaye de dire depuis ce matin quand même. Hein. Que loin de là. Mais comme on ne les voyait pas, en fait. Hein. Vous savez que c'est en fait Linné, on est en 1758, qui invente la classification à deux noms, hein, le genre et l'espèce, Canis, Canis lupus, Homo sapiens, Escherichia coli, pour revenir à nos microbes. À l'époque, quand il meurt un an avant Buffon.
donc 2 ans avant la Révolution française, il laisse 12 000 espèces décrites. Il n'y a aucun microbe. Ce sont que des champignons, des animaux, des plantes. C'est trop petit, les protistes et puis les bactéries, elles sont inconnues. C'est Leeuwenhoek, le premier qui va en voir, qui fait ce premier microscope à l'époque et qui voit ces êtres vivants. Et d'ailleurs, la cellule, c'est ça, la cellule, hein, il part de cellules de liège. Et donc, c'est vrai que finalement, quand on s'est mis à les voir, ça pouvait être, comme on ne les voyait pas, c'était méchant, quoi. C'était effectivement perfide, tu vois, ça avait des mauvaises intentions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que sans eux, on ne serait pas là. Ça, c'est absolument évident. On ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas être en colère, être heureux, être amoureux, on ne pourrait pas manger, on ne pourrait pas digérer. Ils sont absolument partout. Plein les trous de nez, les cheveux, nos pantalons, nos chaussures, notre lit ce matin, le siège sur lequel vous êtes assis, vos chaussures, tout ce que vous êtes plus intime, c'est bourré de micro-organismes. C'est le côté merveilleux. C'est quoi le lien avec l'amour? Pardon, le microbe et l'amour, ça m'intéresse. On montre maintenant que dans les états de dépression ou les états amoureux, effectivement, le microbiote a son rôle aussi, bien sûr. Ce qui veut dire que la moindre disharmonie entre nos cellules humaines dans un corps humain, qui sont aussi différentes qu'un neurone, par exemple, une cellule gliale, un adipocyte qui nous embête quand on en a un petit peu trop, ou une cellule musculaire, et ces micro-organismes qui sont sur nous et dans nous, quand ça ne tourne pas rond, eh bien, ça entraîne des choses qui sont très importantes. Ces fameuses maladies à un moment qu'on appelait effectivement somatiques, qui en fait étaient liées aussi à des germes. Donc, et ce qui est très merveilleux dans tout ça, c'est que maintenant, juste une anecdote, un vieux médecin qui me dit, parce que l'une des pires inventions de l'humain là-dessus, c'est les salles d'hôpital toutes neuves à maladies nosocomiales en fait. Hein. Il reste une bactérie, ultra banale, hein, un staphylocoque, un aéromonas, un pseudomonas. Si on ouvre un type là-dedans, il est mort. Un écosystème à une espèce, nulle part ça existe sur la Terre, bien évidemment. Hein. C'est l'humain qui a inventé ça. Et mon ami médecin me disait, écoute, quand ça m'arrive, je fais un truc qu'on m'a interdit à la fac de médecine, j'ouvre la fenêtre et ça marche. Avant de passer la parole à Marc-André Sellos qui va nous dire ce qu'est vraiment un microbe, Éric Orsenna, j'aimerais savoir en quoi vous vous sentez investi, vous, par cette question des microbes. Alors, c'est à la suite d'une escroquerie. Votre présence ici. C'est une escroquerie. Car il faut dire que ma non-carrière, je la dois à une succession d'une éducation religieuse et un post-doc avec Mitterrand. Donc je sais manigancer. Et vous l'avouez, donc vous êtes à moitié pardonné. Non, pas j'assume, c'est comme ça. Donc à la suite de manigance, je réussis à être à l'Académie française. Assez tôt. C'est-à-dire je bougeais encore. Et à ma droite, pendant 12 ans, il y avait François Jacob, prix Nobel. Comme on s'ennuyait pendant les séances du dictionnaire, on parlait. Il y avait les yeux noirs d'Hélène Carrère-Dancos qui disait, alors je disais, c'est pas moi, c'est lui. Et comme il était Nobel et super beau, elle nous laissait parler. Alors il me disait, comment oses-tu poser tes fesses sur le fauteuil de Pasteur, tu es économiste, c'est-à-dire tu connais rien à l'essentiel, et tu es un romancier, tu es un menteur. Donc travaille mon garçon. Donc j'ai travaillé, j'ai fait une biographie de Pasteur, etc., etc. Travaillé sur les moustiques justement pour essayer de trouver les serial killers, et je suis passionné par ça. Et comment aurais-je pu, mieux vaut peut-être tard que jamais, mais j'avais fait toutes les sciences humaines, toutes qu'on peut imaginer, de la philo, du droit, machin, etc. Aucune science de la vie. Et j'avais 60 balais. Donc j'avais intérêt à me bouger avant qu'il soit trop tard. Voilà. Et les microbes, le microbiote, ça vous inspire quoi alors exactement? Ah ben, c'est exactement le double visage, Jekyll et Hyde. S'il n'y a pas de microbes, on est mort. Mais s'il y a le mauvais microbe, on est mort aussi. Donc comment ça se passe? Et je vois ça dans le milieu que moi sur lequel j'ai travaillé parce que je suis professeur d'économie des matières premières depuis toujours. C'est que l'eau, c'est la vie et c'est la mort. Pasteur disait, nous buvons 80% de nos maladies. C'était juste les maladies infectieuses. Tu vois, ce genre de questions-là. Donc c'est le binaire. Et il y a un autre point que j'ai découvert qui a complètement changé ma vie. C'est que quand vous êtes économiste dans les années 70, dans votre tête, vous avez une ligne qui s'appelle la croissance. Et quand vous êtes dans les sciences de la vie, grâce à mon professeur, ça c'est mon prof lui,
Je suis arrivé, mais débile, dans le bureau de Buffon. Il était là, il était le patron du Muséum d'histoire naturelle. Il a été assez gentil pour ne pas me virer tout de suite. Et il m'a appris le mécanisme de la vie. Et un des mécanismes de la vie, c'est qu'il n'y a pas de ligne droite dans la vie, il n'y a que des courbes. Et ça, je trouve absolument fascinant. Et donc, j'ai été sans arrêt, je me suis tapé l'incruste au muséum. Et petit à petit, je viens de déménager face à un cimetière. Juste avant de le rejoindre, j'ai appris ce que c'était la vie. Mieux valait tard que jamais. Marc-André Sellos, alors un microbe c'est quoi? Racontez-nous. En quoi c'est différent d'un animal, d'une plante? C'est un peu comme si on me demandait une boulangerie. Bon, tout le monde voit ce que c'est qu'une boulangerie. Mais c'est quoi un magasin qui n'est pas une boulangerie? C'est très très divers. Ça peut être une boucherie, ça peut être un magasin où on achète des cravates, ça peut être un magasin ou une quincaillerie. Vous voyez? En fait, nous, ce qu'on voit dans le vivant, en voyant des animaux et des plantes, c'est l'équivalent de la boulangerie et, disons, d'un café. Voilà. Mais la diversité des magasins qui s'ouvrent sur la rue est bien plus grande. Simplement, ces autres magasins, on ne les voit pas. Je veux dire par là que derrière le mot microbe se cache la vraie diversité du vivant. Quand je dis la vraie diversité du vivant, c'est l'essentiel quantitativement de la diversité. Songez par exemple que pour vous, et pour les plantes d'ailleurs, respirer c'est avec de l'oxygène. Il y a des tas de bactéries qui respirent au fer, qui respirent au sulfate, qui respirent au CO2. C'est celles qui donnent du méthane dans les méthaniseurs ou dans les marais ou dans le tube digestif des ruminants. Donc en fait, quelque part, nous on a en tête les deux représentations du monde que sont la plante et l'animal. Quand on est un tout petit peu plus attentif à la nature, on a peut-être le champignon qui apparaît dans un coin ou l'algue glissante quand on essaie d'escalader les rochers à la plage en été. Mais tout ça, c'est extrêmement homogène et c'est très peu divers par rapport à ce que sont les microbes. D'autre part, en matière de lignes courbes, les microbes, ce sont ces lignes courbes qui sertissent le monde. C'est-à-dire que ces microbes, leur diversité de modes de vie, c'est ce qui construit le monde où on est. Alors prenons juste un exemple. Il n'y a jamais eu d'oxygène dans l'atmosphère terrestre avant que des microbes inventent la photosynthèse. C'est des bactéries. D'ailleurs, ces bactéries vivent toujours, pour certaines d'entre elles, dans les cellules des plantes et ont amené la photosynthèse aux plantes. Mais ces bactéries-là, elles ont émis de l'oxygène puisque c'est de la photosynthèse. Et ça a complètement changé le monde. Déjà, dans un premier temps, comme c'était toxique, l'oxygène, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, il s'est passé 1 milliard d'années sans évolution. Il ne s'est rien passé pendant 1 milliard d'années, il n'y avait pratiquement rien qui vivait. Bon, alors vous allez me dire, ça c'est pas génial. Mais petit à petit ont évolué des organismes comme nos ancêtres qui ont utilisé cet oxygène pour respirer. Petit à petit, cette émission d'oxygène, elle a construit un bouclier d'ozone qui a rendu colonisables les terres émergées. Et du coup, il y a des plantes, enfin des algues qui sont devenues terrestres, qui sont devenues des plantes. Et il y a des poissons qui se sont hissés sur la terre ferme pour manger ces plantes-là, puisqu'il y avait à manger. Et en plus, comme il y avait beaucoup d'oxygène dans l'air, ils pouvaient respirer. Encore mieux que dans l'eau. Et c'est nos ancêtres qui sont sortis de l'eau à ce moment-là. Et vous voyez qu'en fait, quelque part, il y a des histoires microbiennes qui fabriquent le monde où nous vivons et les molécules qui se trouvent dans le monde où nous vivons. Et pour construire ce monde, en fait, il faut beaucoup plus que des plantes qui font de la photosynthèse ou des animaux qui respirent. Et pour moi, c'est ça les microbes. C'est toute cette diversité qu'on ne voit pas, qui est incroyablement diverse, avec même des modes de fonctionnement qu'on a du mal à imaginer. Pensez qu'il y a des microbes qui vivent à 12 km de profondeur dans des roches comme des basaltes, par exemple. Bon, ils trouvent des réactions chimiques pour se démerder, voilà. Donc c'est incroyablement divers, mais de cette diversité est né le monde où nous vivons. Et quelque part, si on veut soulever le capot du vivant, il ne faut pas disséquer une souris. Enfin, ça peut être bien de disséquer une souris, mais il faut voir ce que sont les microbes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à une époque, on parle tant de biodiversité. Gilles Boeuf, on oublie complètement le monde microbien dans cette biodiversité. Complètement. C'est récent d'ailleurs qu'on s'en préoccupe. Dans toutes les conférences, moi je disais que ça fait 10-15 ans, où maintenant on parle des virus, des bactéries, des protistes. Mais avant, on les oubliait. Alors que pour expliquer, je pense, à un enfant ou un chef d'entreprise qui ne connaît rien à la biologie, ce qu'est le vivant, il faut passer par là.
lui expliquer que tout ce qui touche, tout ce qui produit est lié à ces... Moi, j'aime bien le mot de micro-organisme. Microbe, bon, ça fait effectivement littéraire, mais le micro-organisme, c'est un organisme petit. Demain, je vais vous montrer une courbe des échelles de grandeur dans le vivant, depuis un mycoplasme jusqu'à la baleine bleue. C'est fabuleux. On est à du 10-17 en différence de taille. Et le vivant est capable d'articuler tout ça. Mais il faut bien voir qu'ils étaient là avant. Ce qu'on oublie souvent, nous, quand on fait de l'évolution, en fait, c'est qu'on imagine toujours, on connaît l'humain, par exemple, ou les animaux domestiques, mais en fait, on est la phase ultime du système. Tout ce qui s'est passé avant, ils n'étaient pas là. Et nous n'étions pas là, bien évidemment. Et donc, il faut marcher dans l'autre sens. Il faut revenir aux origines de la vie, de la chimie prébiotique. Il faut revenir, quand tout à l'heure Marc-André parlait effectivement de cet océan très particulier. Alors, la vie est-elle apparue en milieu infernal ou bien dans des zones côtières tièdes et douces avec une eau moyenne en salinité? Peu importe. Mais en tout cas, ils ont tout le temps été là et ils façonnent cet environnement. Puis je vais prendre un exemple très précis que je cite souvent, et ça marque les Français. Vous me dites, ouais, c'est des trucs d'écolo, la microbiologie. Écoutez, sans protistes, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, Ah oui, ça il n'y a calme. pas de bière, il n'y a pas de français. Ah oui, non, bah, oui. Quand même pas me dire que c'est des trucs d'écolo farfelus. C'est la clé même. La biodiversité, c'est ce qu'on bouffe bien avant des collections de papillons ou des collections de poissons. Ils sont partout. Étudier les bactéries du mucus d'une anguille en migration, c'est génial. Ils nous servent de marqueurs aussi, de phase de la vie de la bestiole. Alors le seul, si je fais un petit grief quand même aujourd'hui à nos connaissances là-dessus, c'est qu'on parle de grandes crises d'extinction. On en connaît 60 depuis 800 millions d'années, dont 5 majeures. Est-ce qu'on est en train de mettre en place les conditions de la 6e? Mais on n'a malheureusement pas suffisamment étudié les signatures géochimiques des roches pour qu'on sache, au moment de ces grandes crises, ce qu'il en était du monde microbien. Ouais. Et ça, pour moi, c'est assez effarant. Tout ce qu'on vient de dire, là, c'est qu'on ne peut pas se passer d'eux pour comprendre la vie. Mais là, on ne sait pas grand-chose. On voit les effondrements de mollusques avec des coquilles, de trilobites qui avaient des cuticules. Mais qu'est-ce qu'il en était à l'époque du monde microbien? Et là, on n'a pas beaucoup encore avancé là-dessus. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de vivre une extinction microbienne aussi ou pas? L'image de l'effondrement de plein de populations animales Je ne la caractériserai pas comme ça. Il y a certainement des groupes, effectivement, qu'on affecte profondément aujourd'hui, ça c'est sûr. D'autres qui n'ont pas forcément apparu, mais qu'on a facilité dans leur développement. Les bactéries des obèses, on a beaucoup plus d'obèses, elles sont ravies, les bactéries des obèses, de se développer. Et puis c'est un petit peu partout comme ça. Donc on peut parler d'effondrement bactérien. Il y a eu des époques, bien sûr, parce que finalement, quand on parlait tout à l'heure, Marc-André parlait dans les basaltes, le seul endroit où il n'y a pas de vie, c'est une lave de volcan au-delà de 1000 degrés. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de bactéries. Mais quand la lave s'est épanchée, dans les minutes, les heures qui suivent, le vivant s'installe. Des bactéries, des protistes, des champignons. Je ne parlais pas d'extinction, j'aime pas trop le terme. Il faut bien voir ce que c'est qu'une extinction. C'est la disparition du dernier des derniers. Pour aller jusque-là, en mer, par exemple, quand on me dit, je veux être certain qu'il n'en reste pas un caché derrière un caillou au Galapagos. Par contre, ce qu'on vit clairement, c'est un effondrement du nombre des individus dans les populations naturelles sauvages. Et là-dedans, il peut y avoir des micro-organismes, mais ils sont largement dégourdis pour se débrouiller, pour faire autre chose. Parce qu'on me dit finalement, le vivant disparaît. Est-ce que tu n'es pas sûr que des choses apparaissent? Si, mais on n'a pas le temps de le voir parce qu'on détruit au fur et à mesure les écosystèmes. Et les bactéries se débrouillent tout à fait différemment. Fabienne Paulin, tout à l'heure, Joël Doré nous présentait donc son exposé et il me disait finalement c'est la première fois que je montre des images en faisant un lien direct avec l'écologie. Il me dit c'est la première fois que je franchis le pas et que je parle du microbiote aussi comme étant évidemment un sujet très important de l'écologie à la fois interne, mais aussi évidemment l'écologie du monde. Est-ce que ça, à votre avis, c'est quelque chose aussi dans la façon dont on perçoit le microbiote qui pourrait nous en donner une autre image, une autre compréhension? Alors oui, tout à fait. Alors, si on revient sur les programmes scolaires, comment on enseigne le microbiote aujourd'hui, on peut dire que donc il y a l'école primaire, le collège, le lycée. Le terme microbiote apparaît dans les programmes de seconde actuellement, sur le dernier programme. Au collège, on va parler de monde microbien, comme je disais tout à l'heure, de micro-organismes. Et même en cycle 3 maintenant, on va parler de la production alimentaire grâce à des micro-organismes. Mais le thème principal sous lequel est regroupé tous ces enseignements, c'est celui de le corps humain et la santé.
C'est-à-dire qu'on enseigne le microbiote donc uniquement dans son aspect effet sur la santé. Alors on comprend bien les intentions, bien entendu, d'informer les futurs citoyens pour qu'ils puissent faire des choix responsables, en tout cas c'est le pari qu'on fait, mais est-ce qu'en ne mettant en avant que cet aspect-là, donc forcément qui dit santé dit pathologie, donc on étudie le microbiote uniquement du côté des pathologies. Et on oublie, entre guillemets, pour l'instant, on va dire pour l'instant, ça devrait bouger, ce dont on va parler demain, c'est-à-dire le microbiote océanique et même le microbiote du sol. Or, on traite le sol dans les programmes scolaires, mais pas sous cet aspect-là. Voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose à réharmoniser et enseigner le microbiote peut-être plus sous son aspect écosystème particulier, comme... qui permettrait aussi de pouvoir travailler les échelles d'organisation, parce que ça, c'est pareil au niveau des conceptions des élèves. Dès qu'ils ne voient plus directement, ils sont perdus entre les tailles. On a même des élèves de terminale qui sont donc en spécialité SVT. Alors, ils n'osent plus trop le dire à cet âge-là, mais molécules, cellules, pour eux, au niveau des tailles, c'est pas clair encore. Mais en fait, bon, ça peut presque être ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un obstacle didactique. Des fois, c'est carrément la manière d'enseigner qui fait que les élèves n'arrivent pas à s'y retrouver dans les tailles. Parce qu'on utilise des modèles, on utilise des schémas qui ne sont jamais aux échelles réelles. Et on laisse planer comme ça une confusion sur la taille des objets. Et donc de travailler le microbiote en tant qu'écosystème comme un autre écosystème, sans peut-être aller tout de suite sur les aspects de santé, permettrait de travailler d'autres compétences et d'ouvrir le champ. Et donc de se familiariser avec ces micro-organismes sans qu'on en ait peur, puisque en fait c'est la peur qu'on instille déjà quand on étudie que sous l'aspect santé. Même si c'est important, bien sûr. Marc-André Sellos, parce que moi j'ai trouvé ça assez fascinant aussi, cet aspect écosystème à la fois du corps, mais aussi pouvant agir sur la planète, parce qu'on voyait bien qu'en prenant soin de notre microbiote, par exemple en mangeant moins de viande, plus de légumes, on abaissait aussi potentiellement l'élevage industriel. Donc tout ça, en fait, ça a des liens. En fait, on parle d'un monde sans frontières, j'ai l'impression. Et c'est ça qu'on a du mal à imaginer, entre le corps et ce qui nous entoure. Alors, ça dépasse peut-être un peu le sujet du microbe, mais c'est sûr qu'en fait, l'homme, il est interaction à l'intérieur de lui-même avec des microbes qui, sur sa peau, dans son tube digestif, assistent à des fonctions digestives, des fonctions de protection contre les maladies, ou même d'ailleurs émettent des molécules qui régulent des aspects de développement, par exemple le système nerveux. Bon. Donc, on est effectivement dans un système d'interaction avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, d'une part, mais d'autre part, effectivement, on est aussi en interaction avec l'extérieur. Après tout, ce qu'on mange, c'est des choses avec lesquelles on a un lien très intime. Et au bout de ce lien, si vous remontez, donc un peu d'azote ou de phosphate qui est dans de la viande, ça vient d'une plante, ça a été libéré de matière organique morte par un microbe qui d'ailleurs peut-être a contenu cet azote et ce phosphate à un moment. Avant, cet azote et ce phosphate, ils étaient dans un reste de matière morte. Donc on a des liens très étroits avec le reste du monde et on a une vision de l'homme comme étant indépendant alors qu'il est profondément en prise sur le monde. Et du coup, la façon dont effectivement il consomme le monde, ça influe sur ce monde, effectivement. Tu disais justement, choisir de consommer de la viande, ça va favoriser les microbes qui sont dans le tube digestif des vaches, si on consomme de la vache, et ça va faire du méthane, donc ça va contribuer au climat. Quelque part, cette compréhension que tout est lien, elle s'oppose à notre vision de l'individu comme autonome, qui est une vision très, très occidentale, et elle s'oppose aussi à la vision de l'organisme, qui historiquement, dans une perspective à la Claude Bernard, se définit comme quelque chose qui a une clôture opérationnelle, à l'intérieur, il gère tout. Et là, on voit très bien qu'en fait, il dépend quand même beaucoup de l'extérieur, et qu'à l'intérieur, c'est pas lui qui gère tout. C'est important parce que, alors, sans empiéter dans le domaine de la pédagogie, qui est quand même que marginalement le mien, on a longtemps dit, pour faire de l'écologie, il faut savoir ce que c'est qu'un organisme, il faut connaître les espèces qui composent des écosystèmes, et puis après, et c'est d'ailleurs souvent dans les programmes, ça arrive vers la fin, vous verrez comment elles interagissent ensemble. Mais ce qu'on comprend là, c'est que finalement, nous sommes le produit d'interaction écologique, ne fût-ce qu'au cœur de nous-mêmes, sans compter éventuellement avec l'extérieur. Et en fait, l'écologie et la biologie des organismes, c'est la poule et l'œuf. Et donc, pédagogiquement, on doit commencer par les deux, en montrant les liens qu'il y a à chaque fois. Et ça veut dire que dans la progression pédagogique, il faut
faire de l'écologie plus tôt. Actuellement, c'est le complément d'une bonne connaissance des organismes. Gilles Boeuf, et d'ailleurs Éric Orsena, le monde de l'eau vous réunit aussi finalement tous les deux, hein, le biologiste marin, l'écrivain intéressé par cette thématique. On dit ce que disait Marc-André à l'instant, il y a une association environnementaliste basque qui s'appelle la Water Family, c'est pas très basque. Et ces basques-là ont pour idée et mission d'enseigner l'écologie scientifique aux gamins quand ils apprennent à lire, à écrire et à compter. Et c'est très, très, très intéressant. C'est-à-dire que leur lit, chaque matin, un lit, c'est bourré de bactéries. Alors, plus gros, il y a des acariens. Je vous montre une photo de 20 mètres carrés avec des acariens. Ah, c'est génial, hein. Ils bouffent nos poils, nos cheveux, les cellules de la peau qui se desquament. Où qu'on aille, quoi qu'on touche, on est dedans. Et c'est vrai que c'est là que l'écologie... Alors, le problème qu'on a en France, c'est qu'on mélange écologie scientifique et écologisme politique. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ça fait beaucoup de mal, hein, en fait. Je dis souvent, je pense que j'ai plein de copains écolos. Moi aussi, je suis écolo quand je préserve ma forêt dans mes Pyrénées, tu sais, la forêt de la Massane. D'un autre côté, s'il y avait un peu plus d'écologues avec eux, ça serait bien des fois, pour qu'on puisse aborder ces questions. Ils parlent très rarement du microbiote. Donc c'est vrai qu'il y a une question d'éducation, et surtout, je dirais, au niveau de l'éducation, je pense que tu seras d'accord avec moi, Fabienne, c'est l'esprit critique qu'on n'est pas parvenu à développer chez nos enfants, et que nous, on a perdu aussi. Et ça, si on arrive à le faire très très tôt, hein, je dirais moi, avant le CP même, hein, ça serait quand même pas mal leur montrer ce que c'est qu'un film sur une eau stagnante, par exemple, tu vois, qu'est-ce qui se met sur la coque d'un bateau quand il reste longtemps sans avancer, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond. Et encore une fois, revenir à des choses banales. Tout à l'heure, je parlais de mes fromages et mon roquefort, ben, je suis désolé, quoi. Et ça, l'homme ne fait depuis très longtemps, même s'il ne connaissait pas les bactéries. Pasteur va éclairer tout ça. Mais ce n'était pas fait auparavant. Parce qu'en fait, dès que ça ne se voit pas, eh bien, en fait, ça n'existe pas. Et puis, dès qu'on commence à se rendre compte à quoi ça sert, ça fait un petit peu peur, hein, mais c'est une grosse boîte noire. On parle souvent, effectivement, on parle des sols, tout à l'heure, on parle d'intestin. L'utérus, c'est une merveille, l'utérus. C'est un milieu de culture, mais absolument prodigieux. Et c'est quand même là que le bébé reçoit son premier contact au moment de rupture de la poche des os avec le monde vivant, biodivers de la planète Terre. Ce n'est pas une mince affaire, encore une fois, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on démontre que c'est beaucoup plus que des idées en l'air de scientifiques farfelus ou d'écolos farfelus. Éric Orsena, vous vouliez réagir? Oui, parce que moi je suis prof, j'ai toujours été prof d'économie, mais d'économie des matières premières. Donc j'ai fait différents trucs, et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais regarder ce qu'il en est avec l'eau. Donc j'ai fait 3 ans de voyage un peu partout, et j'ai fait l'avenir de l'eau. On m'a dit, c'est intéressant, mais ça ne nous concerne pas. Parce que nous sommes un pays tempéré, nous aurons toujours de l'eau, et surtout dans ta Bretagne où il pleut tout le temps. Alors j'en ai eu marre, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et en termes de prof, je me suis dit, on va passer d'une matière, même rationnellement essentielle, l'eau, et je vais passer à un être considéré comme vivant, c'est-à-dire la rivière et le fleuve. Donc j'ai raconté l'histoire de 33 fleuves du monde, que je continue, parce que tous les gens ont une rivière ou un fleuve dans leur tête, dans leur rêve, dans leur effroi, dans leur espérance. Et ça change complètement. Ce qui fait que j'entends ce que vous dites et que nous devions, le 17 novembre, lancer sur une idée qu'on a eue à plusieurs, d'adopter une rivière. On adopte une classe de CM2, adopte 200 mètres de rivière. Elle va au bord de la rivière une journée par mois avec des référents, le prof volontaire, des référents de l'Office français de biodiversité, la Ligue de protection des oiseaux, toutes les associations, et elle fait le bilan. Elle dit voilà comment ça se passe, est-ce qu'il va bien, ça ne va pas bien, elle raconte l'histoire, etc., etc. On va repousser un peu parce que, vous savez, c'est le drame qui s'est passé à Arras, donc ça va être relancé un peu plus tard. Mais on va le faire. Et on va faire ça, et on va essayer de faire aussi un jumelage avec d'autres fleuves. Donc concrètement, parce que je vais... Vous parlez de quelle rivière en l'occurrence? Toutes les rivières. Il y a déjà 200 classes volontaires pour avoir cet exercice. Alors, on va lancer en Bretagne, parce que c'est là où je suis, mais partout, ça va de Lunéville, partout, et on fait des jumelages aussi.
C'est-à-dire qu'on a été au Brésil faire une mission et il y aura une sorte de jumelage entre Belém, c'est-à-dire une école de Belém et une école de Pontrieux sur le Trieux. 72 km, 4500 km, voilà, 100 mètres cubes seconde, 250 mètres cubes seconde. Voir ce que c'est que des rivières. Donc raconter les histoires. Donc c'est un peu ça l'affaire. Et il y a une autre question qui m'intéresse beaucoup aussi, en tant qu'ancien conseiller d'État. C'est-à-dire ceux qui essayent de donner une personnalité juridique à un élément de la nature. Comme la Loire, par exemple, il y a tout un Le travail Parlement de la Loire, il y a j'ai un travail travaillé de avec réflexion. eux, regardez un petit peu ça. La rivière. Alors c'est compliqué, c'est-à-dire qu'est-ce qui va porter la parole mais ça change tout. Et moi je vois quand je parle de l'eau, on me dit bon il faut l'économiser, mais quand je dis telle rivière, il n'y a plus d'eau dans la Garonne, ça change tout. Tu ne vas pas économiser de l'eau, tu vas sauver ta vie en essayant de voir comment tu peux faire pour qu'il y ait de nouveau de la vie dans ta rivière qui te donne la vie. Vous voyez, c'est-à-dire, alors c'est vrai que je mêle ma vie, ma corporation de romancier, c'est-à-dire donne des personnages. Mais moi, je n'ai jamais compris les choses s'il n'y avait pas une histoire et des personnages. Donc j'essaye d'incarner. Et alors, ça va plus loin. C'est-à-dire que j'ai eu la proposition qui me rend fou, c'est que il y a une dame qui s'appelle Claire Gibault, qui est chef d'orchestre, qui a créé des orchestres en liaison avec des classes un peu partout. Et ensemble, on va faire un oratorio, 1 heure, sur 6 fleuves qu'on va choisir ensemble. Et les musiciens seront des musiciens qui auront moins de 15 ans. C'est ce genre de choses-là. Comme ça, c'est-à-dire faire entrer la vie dans la tête. C'est pas une notion, c'est pas un concept, c'est un peu ça l'affaire. Je suis absolument pas scientifique, j'ai pas à ce niveau les capacités, etc. Ma seule très éventuelle utilité sociale, c'est d'incarner, c'est de trouver des personnages aux vérités. Cet enjeu de donner une personnalité juridique à un fleuve, par exemple, ça existe déjà dans certains pays qui ont obtenu justement cela. Tout à fait, en Nouvelle-Zélande. Exactement. En ce moment, il y a plusieurs demandes en C'est Nouvelle-Aquitaine. Mon problème, moi, c'est que pourquoi choisir un fleuve et pas l'autre, quoi. Ils veulent classer la Charente. Je dis pourquoi la Charente? C'est aussi minable partout en qualité chez nous, dans le sud-ouest et partout. La Garonne. Bon, moi, je ne suis pas juriste. Je pense que si ça peut aider les juristes à prendre en considération des choses qu'on a du mal à défendre, écoutez, pourquoi pas. Donc, je voulais revenir un petit peu au rôle de l'eau au départ dans le vivant. Il faut vous dire une chose, c'est que tous les êtres vivants, du coronavirus 19 à l'humain, sont faits d'eau liquide. Il n'y a aucun être vivant qui ne soit pas fait d'eau liquide. 1. Avant l'ARN et l'ADN, c'est de la flotte. 2. Aujourd'hui, quand on regarde effectivement ces compositions, alors ça va aller pour une graine, c'est les plus secs. Une graine, avant qu'elle se mette à regermer, ça peut tomber à 2-4% d'eau liquide. On la remet dans de l'eau et ça y est, ça va refaire la plante complète et ça ne s'arrête pas une fois que le processus est reparti. Et nous sommes 75% d'eau, nous. Oui, bien sûr. Un bébé qui naît, c'est 75% d'eau. Nous, c'est un peu moins. Toi, à ton âge, c'est 64 là en ce moment. Pas du tout, car je bois beaucoup. Donc ça veut dire qu'effectivement, alors chez l'humain, en fait, il y a plus d'eau chez les garçons que chez les femmes. Tous les bébés, garçons-filles, naissent à 75% d'eau. À 5 ans, c'est 70%. Et après, à l'état de nos générations, là, c'est 64 pour les garçons, 66 pour les 64 pour les femmes. Elles ont plus de lipides, les femmes. Ça doit faire les rondeurs dont les mâles raffolent, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et plus la femme vieillit, une femme qui meurt à 100 ans, elle finit à 58% d'eau. On s'assèche, quoi. Ouais. Donc, rien que pour ça, Mathieu, l'eau, elle est mais complètement, incroyablement essentielle. Elle est partout. Et ça veut dire que ce n'est pas fait pour laver sa bagnole comme on le fait aujourd'hui. Je me suis accroché avec un type une fois qui était dans le TGV, une anecdote, c'est bien les anecdotes, du Paris-Strasbourg. Et bien habillé et tout, il était au moins, je ne sais pas, énarque au moins, le type. Il avait des belles pompes, belles cravates. Et puis il appelle le contrôleur. Monsieur le contrôleur, je ne suis pas content. Je ne vois pas la nature à travers la vitre. Je ne sais pas ce qu'on avait à foutre de la nature, mais je ne la vois pas. Alors, il lui dit, écoutez, le TGV, il a fait 3 allers-retours sur Strasbourg, là, depuis 2 jours, il neige, on n'a pas le temps de le laver tous les jours. Il recommence. Je me lève, je dis, vous voulez laver un train tous les jours avec une molécule qui fait les 3/4 d'un bébé à la naissance? Il s'est rassis, ça serait mal terminé autrement. Est-ce qu'il a compris ce que vous lui disiez quand même? I hope so. Bon. Marc-André Sellos, le thème qui nous réunit ce soir, c'est la révolution microbienne pour la vie.
Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, s'il vous plaît? J'aimerais bien en savoir un peu plus quand même. En fait, c'est pas du tout une révolution, c'est juste un truc qu'on a vendu comme ça pour faire un débat. Parce qu'en fait, la vie est microbienne depuis longtemps. On n'a que des escrocs autour de cette table, hein, en fait. Hein. Ben, on apprend de ses maîtres. Hein. Non, mais en fait, la révolution n'est pas une révolution intrinsèque au sens où, de toute façon, le monde a toujours été massivement microbien. Le nombre d'espèces microbiennes, on pense qu'il y a 10 millions d'espèces de bactéries, au moins, peut-être plutôt 100 millions. Pour les virus, on est plutôt sur le milliard. C'est considérablement plus que les quelques millions d'animaux et à tout casser, 2 millions de plantes, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait longtemps que le monde a été microbien et ça fait longtemps que les structures qui construisent le monde sont microbiennes. Le monde, la carcasse du monde est microbienne, la chimie du monde, le contenu de l'eau est microbien. Mais la révolution, c'est que maintenant, ces choses qui faisaient pour nous partie du décor et qui n'en sortaient que pour nous rendre malades, parce qu'on s'était interrogé pourquoi on est malade, on avait trouvé des microbes. Là, ils sont en train en fait de s'incarner dans des fonctions et on comprend qu'en fait notre monde, la fertilité d'un sol par exemple, c'est les microbes qu'il y a dedans. Avant tout, s'il y a des vers de terre, c'est parce qu'il y a des microbes dedans. Quelle est là la révolution? La révolution, elle est conceptuelle. C'est qu'on réalise qu'effectivement, le monde, il est monde comme ça, et que donc, seconde révolution dans la révolution, si on commence à gérer les microbes ou avoir des gestes qui sont compatibles avec eux, le non-labour pour le sol, par exemple, pour ne pas démolir les champignons qui sont dedans, et qui ont des rôles, on a des nouveaux outils, des nouveaux leviers sur le monde. Et puis aujourd'hui, on était sur le microbiote humain, on a bien vu qu'en perspective, il y a des nouveaux leviers sur la santé. Donc la révolution, c'est de donner un rôle à ceux qu'on pensait être des figurants. Ils ont toujours été actifs, mais on les avait pris pour des figurants. Et la deuxième chose, c'est se dire, tiens, on va peut-être en faire des choses utiles à notre santé, à la gestion de l'environnement, sachant que c'est la même chose, puisque tout ça, c'est l'ensemble des relations de l'homme, ses relations avec l'extérieur et ses relations avec son microbiote interne. C'est la même chose, c'est des relations. On va jouer sur ces relations, on va jouer de ces relations pour améliorer nos vies. Est-ce qu'on ne peut pas regretter quand même qu'il faille absolument passer par le côté applicatif, au fond, et utile du microbe pour nous sensibiliser à la chose, Gilles Boeuf? Si ça peut aider, pourquoi pas, je dirais. Je serais un petit peu triste, tu sais, si tu te rappelles ces gens, il y a quelques années, qui disaient qu'il ne faut pas couper la forêt amazonienne, parce que sur 1 hectare, on trouve une plante d'intérêt effectivement pharmacologique. On calcule, c'est 20 milliards de dollars dans 20 ans. Bon, franchement, bon, on peut se prostituer jusqu'à un certain point, donc je me dis, si ça sert à quelque chose, on y va. Mais franchement, le sapiens devrait être un petit peu meilleur que ça dans ses conceptions, comme le disait à l'instant Marc-André. Non. Par contre, moi, je suis très intéressé par tout ce qui est bioinspiration à partir du monde microbien. Aujourd'hui, je pense que l'un des domaines qu'on connaît bien tous ici, l'agriculture, demain, elle va être profondément modifiée. Elle ne peut pas continuer comme ça. Je suis rarement péremptoire, mais je le hurle. On ne nourrira pas 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Et ça, Marc-André nous le démontre absolument tous les jours. Idem pour revenir à l'eau. On montre qu'un sol qui a des bactéries, la goutte d'eau rare qui tombe là, elle s'infiltre là parce qu'il y a des micro-trous enduits de mucus, comme dans nos poumons, qui fait qu'elle ne va pas ailleurs. Donc ça, il faut qu'on l'explique, qu'on le hurle au monde agricole. Ils comprendront dans ce cas que dans les cas de sécheresse qu'on vit en ce moment, c'est super important de ramener ça. Et je prends un exemple tout bête que j'ai vu il y a quelques temps. Au FITOU, récemment, des vignerons m'appellent et puis on a fait des mesures de matière organique, Marc-André, il y a 20 ans. Bon, il y avait 3 grammes, maintenant ils sont à 1,5 gramme. C'est la faute du changement climatique. Diantre, qu'est-ce que vous avez mis sur vos vignes depuis 20 ans? C'est tout ça qu'il faut qu'on regarde, si tu veux, tu vois. Donc ça, il faut qu'on le crie, qu'on le démontre. Ça commence à venir, mais il faut de la science. Et je vais le hurler une seule fois, la science n'est pas une opinion. Et ça, il faut qu'on le crie partout. Et sans science, on n'arrivera pas à démontrer tout ce qu'on a envie de faire là. La science, la politique, laquelle? Et je pense qu'aujourd'hui, moi, l'écologie scientifique n'est pas l'apanage que d'un seul parti. Tout parti politique qui veut vraiment réharmoniser le monde avec les citoyens avec le monde devrait en faire. Les ONG, donc, que tu évoquais bien sûr, et les citoyens. Et puis enfin, les entreprises. Je crois aujourd'hui, si tu veux, que dans ces questions qu'on aborde là ce soir ensemble, si l'entreprise ne s'empare pas massivement de cette question-là, on n'ira pas assez vite. Tu sais, on me disait, ouais, tu comprends, les jeunes, ils vont réussir. Je dis, attendez, on n'a pas le temps d'attendre une génération. C'est trop facile de dire, nous, les vieux, on a merdé, démerdez-vous maintenant. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si tout le monde prend ça, alors il y en a avec lesquels je n'irai pas travailler, on est bien d'accord, on les connaît tous, on fait des livres dessus, mais si ces 4 piliers-là s'emparent de la question,
Et là-dedans, évidemment, que tout le monde des micro-organismes, hein, ces bactéries qu'on évoque, les protistes, n'oublions pas les virus non plus, sont super importants. Ça commence à venir, donc biomimétisme, bioinspiration, nouvelles technologies. Maintenant, on utilise des bactéries dans des circuits imprimés. Même dans l'IA, on aura des bactéries qui participeront au support du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Ben, on y va, quoi. Vous parlez de l'agriculture, Gilles, c'est quand même étonnant de voir à quel point on est capable aujourd'hui d'appauvrir à ce point les sols, hein, et de ne pas avoir la conscience de cet appauvrissement, alors même que le métier d'agriculteur est celui qui devrait nous nourrir normalement et qu'on va vraiment droit dans le mur là aujourd'hui. Donc la révolution, elle est là aussi. Ah, totalement. Tu C'est te de rends faire compte comprendre tout ça. Mais bien sûr, CID, ça veut dire tueur de vie. Fongicide, herbicide, pesticide, féminicide aussi, c'est très à la mode en ce moment. C'est ça en fait. Comment voulez-vous faire de la bouffe, de l'alimentation saine pour des gens qui veulent vivre encore longtemps, dans des bonnes conditions, en tuant ce vivant? Donc là, c'est clair qu'il faut absolument qu'on change cela. Alors comment est-ce qu'on revient? D'abord, ça sera la polyculture. Et ça, on voit que le monde microbien nous démontre très bien. On sait le lire. Encore de la diversité finalement. Bien c'est sûr, toujours pareil, bien quoi. sûr. Faire du monde agricole, de la biodiversité, une alliée, pas du tout une ennemie. Et ce que dit Marc-André sur les labours, sur la gestion, les drainages. Là, moi, j'ai vu en forêt landaise, eh ben, où on enlève tous les drainages qu'on a mis, parce que quand ça crame, c'est sérieux, 60 000 hectares qui partent en fumée, les monts d'arrêt qui crament durant le mois d'août 2022, mais on n'avait jamais vu ça. Hein. 39 degrés à Brest le 16 juillet 2022, on n'avait jamais vu ça. Et bien là, ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare. Et ça, on ne le fera pas sans effectivement, j'aime pas le mot utiliser, mais tirer parti des qualités du monde microbien finalement. Marc-André Sellos, Alors, je vous vois hocher. Sur cette histoire d'utiliser, moi, Oui, je, tirez parti. je comprends la dimension morale. D'ailleurs, il faudra que tu nous dises comment toi tu le gères au point de vue enseignement. Je comprends que on a une dimension morale par rapport au vivant qui est hors de son usage. Hein. Par contre, c'est quelque chose de très vivant d'utiliser son milieu. Quand un oiseau fait son nid, quand une vache broute, quand une plante prélève des sels minéraux ou du CO2, vivre, c'est utiliser le milieu. C'est une des choses qui crée justement ces réseaux de dépendance. Moi, je ne suis pas choqué par le fait d'utiliser et de dire que quelque part, le milieu, il vaut par rapport à l'utilisation que les espèces en font, notamment la nôtre. Après, la vraie question est de savoir si c'est la façon d'apprendre aux gens la valeur du monde que de leur dire attention, tu vas l'utiliser, donc il faut le protéger comme ça. Ça, c'est le point où on peut discuter, je suis d'accord. Mais il faut voir que dans le programme des scoliens, de dire que la société et la nature, c'est pas différent, et de nous replonger dans la nature, le programme d'un Philippe Descola ou d'un Baptiste Morisot, il y a cette idée de dire, voilà, l'homme, c'est un élément de la nature, et être un élément de la nature, c'est utiliser le monde. Alors, il y a une autre dimension qui est que nous, on peut utiliser en prévoyant, et qu'effectivement, il s'y greffe une valeur morale. C'est ce que nous disait Darwin aussi, quand même. On appartient tous à l'arbre du vivant, en fait. Hein. On n'est pas une espèce à part dans le grand arbre du vivant. Donc, les choses n'ont pas tellement bougé, quand même. Hein. Pas de singularité, jusque dans le fait d'utiliser son milieu pour survivre mieux. Alors après, je ne sais pas comment on enseigne ça. Est-ce qu'effectivement, est-ce que c'est mieux de faire valoir la dimension morale avant la dimension utilitaire? J'ai l'impression que la dimension morale... Alors, dans l'enseignement, oui, évidemment qu'il y a une dimension morale globale. On enseigne les valeurs de la République. L'école doit transmettre les valeurs de la République. Et dans ces valeurs, effectivement, il y a aujourd'hui, on peut inclure le respect de la biodiversité, c'est-à-dire une attitude des comportements, plus que des compétences, hein, mais vraiment des attitudes qu'on attend des élèves par rapport à ces domaines-là. Mais par contre, les savoirs scientifiques, eux, sont amoraux. Les savoirs scientifiques produits ne vont pas toujours dans le sens où on voudrait qu'ils aillent. Voilà. Donc, quand on est dans l'enseignement, effectivement, on est, on va dire, dans l'obligation contractuelle d'appliquer les programmes. Et dans les programmes, il y a un aspect, effectivement, savoir scientifique, ce qui ne sont pas connotés moralement, normalement, si on est juste. Mais par contre, il y a les éducations A, qui viennent maintenant en transversal des connaissances scientifiques. Donc l'éducation au développement durable, l'éducation à la biodiversité, l'éducation à plein de choses, qui, elles, ont peut-être plus que morale, je dirais, des visées éthiques de citoyenneté. C'est ça, c'est l'éducation à la citoyenneté. Et bien sûr que ça va rentrer dans cet aspect-là.
C'est ce que disait Edgar Morin il y a quelques jours. Edgar, de haut de ses 102 ans, disait au président Macron, le problème n'est pas la frénésie scientifico-technologique et le savoir, c'est l'usage que l'on en fait. Et c'est là, effectivement, que ces questions-là sont abordables. Il y a un mot, alors je suis d'accord sur utiliser, mais il y a un mot que j'aime pas du tout, c'est ressources. Hein, les ressources halieutiques. Est-ce qu'effectivement, le vivant, tant d'oiseaux tués, effectivement, par les chasseurs, et puis après, ça nous amène à des images là, vraiment, je trouve, inéthiques, qui sont l'espèce nuisible ou utile. Hein. Et les gamins français apprenaient, jusqu'aux années 60, dans les livres scolaires, Mathieu, eh bien, les dieux ont inventé des espèces qui, bien avant que l'humain apparaisse, pour l'emmerder quand il allait apparaître. Hein. Et donc, elles étaient nuisibles. Ça, je pense que là-dessus, il faut vraiment, bien sûr, c'est retiré depuis assez peu de temps, finalement. Hein. Donc, il faut voir un petit peu la limite. Mais bon, on ne fait pas que de la sémantique. Hein. Mais les chasseurs continuent à parler de nuisibles et d'utiles. Donc, sous le terme de nuisible, on peut flinguer tous les renards que l'on veut, déterrer les blaireaux. Bon. Éric Orsena, la révolution microbienne, vous, ça vous inspire quoi? Sur quelle barricade il faudrait aller? Moi, ce qui me frappe de plus en plus, c'est que plus un être, un mécanisme, un système est proche, plus on s'en désintéresse. Ça me fait penser à certains mariages. On s'en fout de sa femme et on est passionné par la femme des autres. Quand on imagine tout ce qu'on savait depuis des années, des siècles, des millénaires sur le ciel et qu'on ne savait rien sur le sol, c'est quand même invraisemblable ça. Rien. Rien. Quand on voit les recherches qu'il y a sur les bactéries, mais aussi les champignons qu'il y a dans le sol, le rôle des lombrics qu'il y a dans le sol, tout ce que tu fais toi, c'est-à-dire le plus proche. Le sol n'est pas un support, c'est quelque chose qui est aussi vivant, c'est-à-dire c'est l'extension du domaine du vivant. Je disais, tu te souviens, l'extension du domaine de la lutte, l'extension du domaine du vivant, c'est vivant. Et moi je vois dans mon domaine, l'eau, c'est vraiment ça. On s'en foutait. Quand on demande encore aujourd'hui d'où vient l'eau, du robinet, eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est expliquer sans arrêt. Donc, le savoir à tous les niveaux, le savoir de base et aussi la science, qui n'est pas une opinion. Donc, la science sans arrêt, mais on a des retards incroyables là-dedans, dans ces questions. On a vu que des tas de chercheurs avaient commencé à travailler. Et il y a une dame extrêmement savante de Besançon qui était un des précurseurs de ces questions, avec qui j'ai eu la chance de dîner aujourd'hui, et donc qui savait, mais qui parlait du microbiote il y a encore 20 ans, on l'a vu. Donc c'est très frappant. Plus ça nous touche, plus on s'en fout. Mais vous ne répondez pas à ma question. Non, parce que sur la révolution. Ça. Non, mais moi, c'est la révolution. C'est-à-dire ces personnages dont on ne voyait qu'une dimension, c'est-à-dire avant Pasteur, ils n'existaient pas, parce qu'on ne les avait pas vus. Après Pasteur, ils sont juste néfastes, et maintenant, on sait qu'ils sont à 80% bénéfiques et à 20% néfastes. Donc c'est ça, cette révolution, c'est une évolution progressive de voir le rôle de chacun. C'est ça qui me fascine, premièrement. Et deuxièmement, c'est le lien. Le lien. Moi, j'ai toujours, de plus en plus, le sentiment que le monde, il est religieux, au sens étymologique, pas avec la transcendance, il est relié. Et quand on voit qu'il est relié, déjà, on dit moins de conneries et on n'est pas obligé d'en faire autant. Donc cette question, et le lien, pourquoi l'eau est essentielle? Je me suis posé la question, et je parle sous le contrôle de mon professeur. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lien. Un élément reste là, et puis un autre élément à côté, et il n'y a aucune relation. L'eau, c'est le premier des réseaux. C'est le vrai réseau, non pas social, c'est le réseau de vie. On resterait là, avec un petit élément de la cellule, un deuxième élément de la cellule. Et l'eau, c'est le lien. Donc la vie, c'est le lien. Expliquer ça, mais on nous a expliqué l'inverse. Il y a 2 phrases. Je suis en train de travailler avec des experts de Descartes, des philosophes. Bien. Je pense, donc je suis. Si tu ne penses pas, donc tu n'es pas. Tu n'existes pas. Première connerie, majorissime,
qu'on nous a appris. Cogito ergo sum. Donc, il ne cogite pas, donc il ne somme pas. Deuxième chose, pour arriver à la solution d'un problème, il faut découper la question. Alors que c'est l'inverse. Il y a le lien. Et moi, je sais très bien qu'on dit, de toute façon, Orsena, c'est le couteau suisse, il touche à tout, mais je les emmerde. Parce que ce qui me passionne, moi, c'est la vie, et plus ça va, plus je vois le lien. Voilà, donc là, j'ai répondu à la question. Merci. Marc-André. Alors, c'est peut-être parce que tu as parlé religieux, mais je ne résiste pas à l'envie, je viens de la retrouver, de partager avec vous un petit bout, 2-3 phrases qui sont parmi les plus belles pour moi de la littérature française, qu'on doit à l'évêque de Meaux, à Bossuet, qui, dans l'exordre du Sermon sur la mort, écrit « Entre toutes les passions de l'esprit humain, l'une des plus violentes, c'est le désir de savoir. » Et cette curiosité fait qu'il épuise ses forces pour trouver quelques secrets inouïs dans l'ordre de la nature, etc., etc. Mais parmi ces vastes désirs d'enrichir notre entendement par des connaissances nouvelles, la même chose nous arrive qu'à ceux qui, jetant bien loin leur regard, ne remarquent pas les objets qui les environnent. Je veux dire que notre esprit, s'étendant par de grands efforts sur des choses fort éloignées, et parcourant pour ainsi dire le ciel et la terre, passe cependant si légèrement sur ce qui se présente à lui de plus près que nous consommons toute notre vie toujours ignorants de ce qui nous touche, et non seulement de ce qui nous touche, mais encore de ce que nous sommes. Et en fait, la révolution, c'est le moment où on arrive justement à regarder un tout petit peu plus ce qui nous touche et ce que nous sommes. Mais regarde, qu'est-ce qu'il y a comme phrase plus conne, c'est dans le dictionnaire, que la curiosité est un vilain défaut. Ça, c'est clair. Curiosité vient du latin cura, comme dans cure, comme dans curatif. Donc, le curieux prend soin du monde. Le drame, c'est l'indifférence. L'indifférence. C'est ça l'affaire. L'indifférence, c'est pas on s'en fout, c'est qu'il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de relation. Donc, il n'y a pas d'autre. Donc, il n'y a pas d'autre. Et il n'y a pas de biodiversité, puisque par principe même, si tout est semblable, il n'y a pas de divers. Ça t'embouche un coin. Ah, ben moi, je suis, mais alors, je me nourris. Je me nourris. Et j'aimerais bien qu'on se nourrisse tous ensemble, d'ailleurs, avec vos questions aussi, et qu'on fasse circuler la parole. Alors, on va vous passer des micros, je crois qu'ils sont par là. Ils sont où, d'ailleurs, le micro? Juste si tu permets, Mathieu, Ouais. le temps d'arriver au micro. À l'instant, en fait, quand la vie sort de l'eau, l'obsession du vivant, c'est de garder son eau à l'intérieur. Parce qu'au départ, l'eau, elle était partout. La vie était que dans l'eau. Hein. Et dès la vie sort de l'eau, elle garde l'eau à l'intérieur. Et ça, c'est pour ça qu'on est fait d'eau liquide, en fait. Hein. Et que c'est si important. Et c'est ça, d'où gardarem loi quoi. Allez, on vous passe la parole parce qu'on a cette chance de pouvoir dialoguer ensemble. Donc allons-y. Qui veut commencer à intervenir? Monsieur, bonjour. Bonjour. Par rapport effectivement à l'agriculture, vous parlez du sol. Et effectivement, il y a eu pendant une longue période un gros problème, c'est que l'agronomie était peu enseignée et la pédologie avait presque disparu de l'enseignement supérieur. Alors, tant qu'on n'a pas compris comment se forme un sol, on ne peut pas comprendre comment on peut, travailler avec le sol pour en tirer profit correctement, et que les premières recherches ont été relativement récentes, puisque la formation de l'humus, par exemple, la formation, comment on peut apporter de l'humus, comment on peut enrichir le sol, etc. Et personnellement, dans la région, j'ai été un de ceux qui ont lancé le concept de la permaculture, hein, puisque justement, c'est comment on utilise le sol et la vie microbienne du sol pour produire au maximum. Et on s'aperçoit qu'on le faisait de manière empirique et qu'on avait peu de recherche en la matière. Et ça, c'est un vrai désastre. Alors que quand vous prenez les ouvrages qui étaient du XVIe, XVIIe siècle, il y avait une curiosité sur le sol. Ce qui ne veut pas dire qu'on avait toute la connaissance, loin de là, mais on avait cette curiosité. Et il faut savoir que dans l'enseignement agricole, ceux qui enseignaient cela n'étaient pas très bien vus, puisque moi j'ai changé de métier. Gilles. Dans le même ordre d'idée, j'avais fait un moment, j'étais allé à l'île de Ré et j'avais photographié un champ de coquelicots magnifique.
et je ne vous dirai pas qui, j'étais à l'Agro-Paritac à Paris, hein, et un vieux prof, pas derrière moi, un terrain mal entretenu. Vous voyez, il y a encore du boulot, effectivement. C'est ça la réaction devant un coquelicot. Alors que c'est une merveille, le coquelicot. Ça veut dire que tout n'est pas foutu en dessous et qu'il reste encore du vivant en dessous. Alors que pour votre info, à l'heure actuelle, on essaie justement de faire en sorte que les cultures permettent ce genre de plantes, etc., parce qu'elles ont disparu de notre paysage, mais elles ont disparu aussi dans l'équilibre alimentaire de la chaîne. Bien sûr. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que ces fleurs, etc., cette fleur participait aussi à, j'allais dire, à de nombreux insectes, les odonates, mais aussi toutes les séries d'abeilles, y compris sauvages, hein, parce qu'on parle souvent de l'abeille, mais j'allais dire, faisons attention, il y a 80 espèces d'abeilles sauvages qui permettent effectivement une pollinisation. Et donc, on voit bien que si on manque ce maillon-là, on manque tout. Et là, je pense que c'est par méconnaissance. Et puis, d'autre part, aussi parce qu'on a une réflexion qui est souvent cartésienne, alors qu'elle devrait être écosystémique. Et quand on dit ça, on se fait engueuler. En matière de pêche, c'est la seule façon de gérer les stocks de pêche aujourd'hui, hein. C'est une approche écosystémique. C'est fini de gérer le merluchon tout seul ou la dorade, hein. Ça se fait comme ça, hein. Mais c'est vraiment super important. En France, il y a 1000 espèces d'abeilles, on oublie, hein, 1000 espèces d'abeilles. Oui. Marc-André Sellos, elle est agricole, la révolution, hein. On voit bien, là, il y a quand même... C'est sûr qu'il y a des moyens de produire différents qui se cachent derrière le levier microbien, et ça, c'est une révolution. Une révolution, pardon, mais qu'on nous empêche de faire, hein. Il faut le dire quand même. Dites on, c'est qui? Oh, les forces obscures, on ne va pas citer des syndicats agricoles ou des vendeurs de produits. Mais il y a des gens qui aujourd'hui ont inscrit leurs pratiques dans les savoir-faire issus des connaissances d'une époque. Et l'agriculture conventionnelle, elle a une vertu, c'est qu'il n'y a plus de famine. Ce qu'on bouffe n'est pas très bon pour la santé, c'est pas très durable en termes de sol, ça les abîme, mais au moins on a assez à manger. Donc moi je ne condamne pas les gens qui ont inventé l'agriculture conventionnelle, mais je remarque qu'il y a des gens qui veulent pas trop se remettre en question, c'est les agriculteurs, et ils ont raison, parce que les citoyens ne sont pas prêts à payer plus pour que la bouffe soit mieux faite, donc ils ont raison, quelque part. Est-ce que tu permets sur ce point-là, qui moi me passionne parce qu'on est en plein dans la question du lien. En 15 ans, la part, 20 ans, la part réservée à l'alimentation dans le budget d'une famille est passée de 30% à 13-14%. Une des raisons de cette évolution dramatique pour l'agriculture, c'est notamment le prix du logement. C'est-à-dire que le manque de construction entraîne une sorte d'obligation d'aller vers le moins cher, le prix le plus bas pour son alimentation. Donc c'est la variable d'ajustement, quoi, finalement. Là, oui, hein? Et quand tu dis que tu ne veux pas construire, enfin tu ne peux pas construire, c'est parce qu'on peut imaginer que tu ne veux pas artificialiser les sols, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est le lien qu'il faut voir. Ce n'est pas le mécanisme même, c'est l'ensemble qu'il faut voir. C'est ça qui est intéressant. Moi, je suis, plus ça va, plus opposé, mais violemment contre les idées générales, mais il faut vraiment enseigner la culture générale, c'est-à-dire le lien. Et alors justement, ce qu'on a loupé dans l'agriculture conventionnelle, c'est l'utilisation des liens. Typiquement, la plupart des plantes, et c'est là-dessus que moi travaillent mes équipes de recherche, la plupart des plantes s'associent à des champignons du sol qui vont chercher les ressources à l'état dilué dans le sol en échange d'un peu de sucre. Et ces champignons-là sont donc plutôt des auxiliaires des plantes. En plus, pour ces champignons-là, la santé de la racine est vitale. Donc ils obtiennent tout un tas de fonctions. Défense contre les excès de calcium en sol très calcaire, défense contre les agresseurs microbiens ou les nématodes parasites du sol. Bon. Quand on a rajouté des engrais, certes les plants sont poussés mieux, mais justement elles ont pu nourrir leurs champignons parce qu'elles n'en avaient plus besoin. Elles nourrissent le champignon en sucre autant qu'elles ont besoin qu'il lui ramène des choses. Quand vous mettez des engrais minéraux en grande quantité dans le sol, vous disrompez cette association. Et du coup, vous perdez le lien. Et quand vous perdez le lien, vous perdez l'effet de protection. Donc vous vous retrouvez à devoir mobiliser plus de pesticides pour arriver à maintenir la plante dans un même état phytosanitaire. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'en comprenant mieux comment ça marche, on a
des perspectives pour maximiser les liens avant de rajouter éventuellement un geste complémentaire. C'est pas aberrant, hein. Je dis pas qu'on vivra sans engrais minéraux, mais quelque part, il faut qu'on les gère beaucoup mieux et qu'on gère d'ailleurs en priorité les engrais organiques, le fumier par exemple, parce que ça, c'est plus respectueux, pas au sens moral, mais au sens technique. Ça fait plus honneur à la façon dont ça procédait avant, qui était une façon où, grâce à un champignon, vous aviez à manger et une défense. Et c'est ça le programme de l'agroécologie. C'est pas un programme fanatique. Et quand je dis qu'on nous prive de l'appliquer, ben c'est qu'une fois de plus, il y a des gens qui produisent des outils précédents qui n'ont pas envie de changer d'outils de production, et puis il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre des risques parce qu'ils ne sont pas suivis par les citoyens. On est vraiment au cœur de la question là, hein, Gilles Boeuf. Hein. Complètement. Franchement, Il faut des chiffres bruts. On a multiplié par 10 les rendements agricoles sur un siècle, donc on a eu des résultats. Mais aujourd'hui, on est au taquet partout. On ne fait pas un gramme de maïs à l'hectare de plus, ou de tomates, ou de poires, ou de pommes. Donc ça veut dire que la seule façon pour s'en sortir, c'est de revenir en fait à ce qu'on racontait sur les interrelations. Faire de la polyculture, plusieurs plantes au même endroit, dans des conditions différentes, sans cette chimie effectivement qui nous tue le système. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a gagné finalement? 35 ans d'espérance de vie sur un siècle. Alors on va me dire, bah oui, regardez, professeur, c'est le progrès. Oui, sauf que maintenant je vis, moi, une époque qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup d'amis femmes dont la maman est en train d'attendre 100 ans. Il n'y a pas beaucoup de garçons. Hein. Edgar Morin, ils sont 1 sur 4 hommes, les mâles, et à 110 ans, il n'y a plus un garçon en France, il n'y a que des femmes. Donc ça veut dire qu'en 1920, ces femmes ne mangeaient pas de pesticides. Durant leur grossesse enceinte, elles n'en ont pas pris. On vit 100 ans. J'attends de voir combien de temps vont vivre les femmes nées après 1952. Hein. Là, on n'a pas encore le recul, mais c'est une vraie question. D'imaginer qu'on va sans arrêt comme ça augmenter. Le record du monde, c'est Jeanne Calment, il y a 13 ans, hein, 122 ans et 164 jours. Aujourd'hui, la doyenne de l'humanité, elle a 116. Donc, c'est-à-dire que tout ça mis bout à bout, et je reviens à ce que disait Marc-André, c'est tirer parti, utiliser le vivant pour avoir des rendements. Parce que c'est compliqué pour un paysan aujourd'hui. Hein. Il faut qu'il produise plus, parce que la population augmente, sans augmenter les surfaces agricoles, parce qu'on veut garder notre biodiversité dans les zones humides et dans les forêts, bien sûr, hein, et sans empoisonner les gens. Comment on fait? Il y a un vrai travail de recherche. Et la seule clé, c'est coopération avec le vivant. Et on parlera du plancton demain. Tu verras que le plancton, il y a 3,5 milliards d'années, était infiniment plus en symbiose, en entraide et en coopération qu'en compétition. et sans parler avec des trucs quand même complètement fous. Quand on voit la diversité de nos terroirs et que la France importe plus de la moitié de ses légumes et de ses fruits. C'est quand même n'importe quoi. Et qu'on adore importer ce qu'on s'interdit de produire. Donc il y a des problèmes de contradiction folle là. Donc là, on est au cœur. Vraiment, on est au cœur. Ouais. On pourrait parler du gaspillage alimentaire aussi à l'échelle mondiale. Hein, Bien évidemment. parce que ça, c'est quand même aussi une hérésie absolue. 33% de la nourriture qui finit à la poubelle. 33%, Sur le absolument. marché de Bergerac, samedi, il y avait des pommes du Chili. Ouais. Alors que la France sait parfaitement bien faire ses pommes. Hein. Allez, vos questions. Oui, moi je voulais juste intervenir parce que vous dites, Marc-André, Gilles et même Eric, que quand même c'est formidable. Même Eric, si même Eric Oui, dit ça oui. veut dire où est-ce qu'on en est? Eh oui, Où parce est-ce que qu'on en Vous est? dites tous les trois, heureusement, l'agriculture conventionnelle quand même était là parce qu'elle a permis de nourrir le monde et grâce à l'agriculture conventionnelle, on est sorti de la... Voilà, ok, très bien, mais là, on est quand même à la fin d'une boucle parce qu'aujourd'hui, les restos du cœur n'ont jamais eu autant de gens devant leur porte. Un Français sur 3 saute un repas. Enfin, je veux dire, on est dans une situation où même cette agriculture-là ne nous nourrit plus. Et la durée de vie ne baisse pas encore en France, mais elle baisse déjà aux États-Unis. Donc, je veux dire, au-delà de... Enfin, il y a un moment où, en effet, il faut peut-être nommer les responsables et essayer d'aller vraiment de façon frontale. Et c'est là où on voit les soulèvements de la terre, où on comprend qu'il y a des mouvements citoyens où les gens sont en colère. Et donc, si on n'écoute pas ce que vous dites, c'est-à-dire ce dont on parle ici, cette révolution microbienne qui peut sembler une démarche juste de scientifiques qui se gargarisent entre eux, mais en fait, on est sur des problèmes sociologiques fondamentaux où aujourd'hui, les gens sont en colère parce qu'ils ont faim, parce qu'ils voient les maladies se diffuser partout, parce qu'on a tous dans nos familles des gens qui meurent de cancer. Alors, ce n'est pas que l'agriculture, mais entre autres. Et donc, on va aussi, enfin, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, c'est pas le sujet, vous allez me dire, mais quand même, malgré tout, C'est plein dans le sujet. on va quand même vers une sorte de confrontation au sein de la société sur fond d'inégalité, notamment à cause des difficultés d'accès à la nourriture, qui est la base.
que moi je trouve être extrêmement inquiétant. Mais tu as J'aimerais tout à savoir fait ce que raison. vous en pensez. Il y a 40 ans, les pauvres étaient maigres. Aujourd'hui, les pauvres, ils sont gros. J'avais dit à Macron un jour, mais vous ne vous posez pas la question. Une maman enceinte, aujourd'hui, par exemple, elle ne devrait jamais manger autre chose que du bio. Parce que ces molécules dont on parle, on connaît les effets délétères sur le développement cérébral du bébé intra-utéro. Alors on me dit récemment aux États-Unis, oui, vous comprenez, le QI des Américains baisse, ça fait quelque temps. Ça fait 7 ans que ça dure aux États-Unis, parce que pour élire un mec comme Trump, il faut que le QI soit assez bas, effectivement. Hein. Donc ça a démarré il y a un certain temps dans ces régions-là. Mais tu as tout à fait raison. Non, je ne suis pas en train de faire l'apologie du système tel qu'il était là. De toute façon, il est au taquet. Et puis de toute façon, encore une fois, on le voit le cas des bassines. Comment on va gérer ça dans un nouveau phénomène qui n'était pas encore le cas, puisqu'on était dans un beau pays tempéré et sympa. On nous avait appris génial, quand il n'y aura plus d'eau. Ouais. C'est vrai que... Marc-André. Mais quand même, bon, la faim en France, c'est pas un problème de ressources, c'est un problème de distribution de la ressource. Et il convient de le dire. Il convient de le dire maintenant. Cela dit, moi j'ai des inquiétudes, et c'est pour ça que je me bats beaucoup pour le zéro artificialisation nette. Bon, ça n'a rien à voir avec les microbes, pour le coup. J'ai des inquiétudes... Si, quand même. Oui, il y a des microbes à pas enfouir. C'est l'histoire de sol, quand même. Mais je veux dire, là, c'est quantitatif. C'est cette idée que dans un pays dont la production va baisser, comme tu dis, on va avoir besoin de surface. Mais je pense que le problème de la production est devant nous. Le problème actuel, pour ceux qui ont faim, c'est un problème plus distributif, surtout quand on pense que donc 33% finit à la poubelle. Ouais. Fabienne Paulin, j'aimerais bien vous entendre. Oui, je rebondis sur les inégalités sociales. Et malheureusement, dans le cadre de l'école, on le sait, l'école française aujourd'hui maintient, voire augmente les inégalités sociales. Et si on rebondit sur les programmes sur le microbiote, puisque c'était un petit peu à l'origine, c'est vrai que, donc on a, disons que un des leviers pour réduire ces inégalités, c'est l'accès à la connaissance. On est bien d'accord, tous ici, je pense, à la connaissance, à la culture, bien sûr, dans son sens large. Alors, si on prend juste l'exemple du microbiote, eh bien, ce terme microbiote n'apparaît qu'en seconde. Beaucoup d'élèves ne vont pas en seconde générale, et donc arrêtent en troisième et vont dans les filières technologiques et n'entendront jamais parler du microbiote. Voilà, c'est un exemple. Et alors, quelle analyse de ça? Bon, c'est un petit peu un avis personnel, mais on veut, dans l'enseignement en France, on veut aller du simple au complexe, comme si le complexe était juste une sommation de choses simples. Et on retrouve Descartes dans cette affaire-là. Et malheureusement, alors dans d'autres pays, bon, il y a des tentatives, c'est des recherches en didactique, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on commence directement avec la complexité. C'est-à-dire on n'enseigne pas dans les petites classes des choses binaires. Et pour attendre ensuite, quand on arrive au lycée, des choses un petit peu moins binaires. Parce que finalement, on sort binaire de l'enseignement scientifique, malheureusement. Et voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un levier aussi, c'est d'enseigner dès les petites classes. La complexité, les élèves, les petits, alors oui, ils sont très ouverts à la complexité, ça aux contradictions, aux nuances, à l'ambivalence. Ils ne sont pas choqués encore par ça. Mais par l'enseignement qui est, effectivement, il y a le vrai, il y a le faux, alors surtout qu'en sciences, on ne peut pas dire ça, eh bien, finalement, on construit aussi des pensées simplistes, et puis on ne réserve qu'à une certaine élite, finalement, des connaissances précises, pointues, qui pourraient aider à faire des choix dans sa vie de tous les jours. Mais Fabienne Paulin, encore une fois, pour rebondir sur ce mot de révolution, parce qu'on entend ce que disait Anne-Cécile tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut nommer les responsables aussi, il faut nommer ceux qui empêchent cette vie microbienne d'exister à l'échelle de la planète. Et cette révolution, elle est là aussi. C'est lutter contre ceux qui s'opposent précisément à cette diversité microbienne. Pardon ? Comment dire ? Moi, je travaille sur l'évolution, mon thème de didactique. Pour moi, la vie, c'est le changement et c'est la diversité. Et ce qu'il faut préserver pour l'avenir, c'est le potentiel de changement, en fait. Alors, on s'oppose aussi, alors c'est contradictoire, à évidemment des lobbies éventuellement qui veulent rester dans des pratiques qui sont délétères, mais voilà, parce qu'il y a des... Plus qu'éventuellement, oui. Alors ça, on en parle aussi dans les programmes scolaires, sur les agrosystèmes, donc agrosystèmes, écosystèmes, etc.
Mais on s'oppose aussi, enfin, on peut aussi avoir en opposition de ça des personnes qui voudraient mettre sous cloche, préserver la nature. Or, si vraiment on veut être dans le sens de ce qu'est la nature au sens large, la vie, l'évolution, c'est le changement. Et la diversité. Et la diversité et le potentiel de diversité qui permettra d'éventuelles adaptations futures. Oui, complètement, parce que, et dans l'agriculture, c'est très clair, il y a non seulement les espèces et leur diversité, mais n'oublions pas le patrimoine génétique au sein des variétés des espèces qu'on garde. C'est extrêmement important. L'agriculture a fusillé tout ça. Vous mangez des bananes, la Cavendish, c'est 95% des bananes bouffées en ce moment sur la planète. C'est monstrueux, c'est hérétique. Et je vais revenir à ce que tu dis, c'est très important. Le monde vivant, il a 4 milliards d'années. Tout à l'heure, je vous dis 4 000 millions d'années. Il a subi les avatars les pires que vous puissiez imaginer. Une terre gelée jusqu'au bout, des océans à 50 degrés, prenez pas votre bain à 50 degrés ce soir, hein. Des choses acides, basiques, des rencontres de météorites, des volcans incroyables. C'est des jouets, les volcans actuels. Hein. Il est toujours là. Et là, ce que dit Fabien est très important, il s'est adapté. Mais jamais on ne peut s'adapter sans accepter de changer. Et c'est ce que fait l'humain, pas toujours aujourd'hui. Donc si on n'est pas capable de regarder comment faisait le plancton après les manips de Tara que tu connais bien, eh bien, on n'arrivera pas. We have to change. Et il faut qu'on change ensemble. C'est très, très, très important. Et changer. La coopération. Et changer vite. Or, les changements ont pris, Buffon disait, le principal architecte de la vie, c'est le temps. J'ai demandé à mon ami qui est mon prof de géologie, comment on peut imaginer que notre vallée, ici, la Seine, réussisse à se forer un chemin, alors que c'est un fleuve grotesque, tout petit, minuscule, paresseux, etc. Comment faire cette creusée comme ça dans les falaises? Pour une raison très simple. Si tu as 1 million d'années, l'érosion, c'est 1 millimètre par an. Et sauf que maintenant, ces changements qui ont pris parfois 10 000 ans, 15 000 ans, nous, c'est en 30 ans. Moi, je vois ce qui est en train de se faire en termes d'eau, en termes de débit des rivières. Est-ce qu'il y aura encore, par exemple, alors ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais pour les gens qui en vivent, bien sûr, est-ce qu'il y aura encore une agriculture espagnole dans 20 ans? Est-ce qu'il y aura encore de l'eau dans la Garonne? Quand je vois les maires de Toulouse et de Bordeaux, ils me disent comment je fais. Le retrait du trait de côte à Lacanau, mars 2015, sur une tempête, 60 mètres de retrait de côte. Les bunkers de la Wehrmacht, ils ne les ont pas fait dans l'eau. Hein. Quand vous allez maintenant, ils sont dans l'eau. Donc ça va à une vélocité absolument... Avec des choses de savoir qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a toujours la même quantité d'eau. Simplement, elle tombe à des moments différents et avec une violence incroyable. J'étais, parce que je fais une sorte de tour de France des solutions face à la sécheresse, j'étais à Montpellier, une fois de plus. Eh bien, on me disait qu'il y avait eu un épisode climatique tout près de Montpellier à la fin du mois de juillet, 700 mm en 48 heures. C'est-à-dire l'île-et-Vilaine. À Paris, en un an. Ouais. Des murs d'eau qui tombent. Et avec de l'eau qui pénètre plus dans les sols en plus. Bien sûr que non. À cause de la sécheresse. Donc, parce que il n'y a pas de vie dans les sols. Le sol est mort. Justement, c'est peut-être un aspect de la leçon qu'on a à apprendre des microbes. Hein. Je rends l'antenne rapidement, c'est promis, mais c'est que justement, eux, ils évoluent vite. Et c'est peut-être pour ça que les extinctions microbiennes sont souvent moins puissantes et marquées que les extinctions des gros organismes, parce que évoluer, c'est quoi? C'est faire des descendants différents, parmi lesquels certains sont adaptés, d'autres pas. Quand vous faites des descendants toutes les 25 minutes ou toutes les 2 heures, vous vous adaptez plus vite, vous avez plus de chances de vous adapter à un changement que vous en faites tous les 30 ans, surtout maintenant, c'est plutôt plus que 30 ans pour nous. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'il y a aussi là une exemplarité microbienne qu'il faudrait prendre en compte, c'est la souplesse d'évolution. Moi, je vis dans un pays où on dit qu'il faut une transition. C'est n'importe quoi. Il faut évoluer.
il faut des transitions au pluriel. La transition d'aujourd'hui, le début de ce qui posera des problèmes qui demanderont la transition de demain. Le mot de transition est un non-sens. Ce qu'il faut, c'est évoluer culturellement, vite, parce que nous, on n'évolue pas vite biologiquement, on n'est pas les microbes, on n'est pas des virus de la Covid, on a besoin d'évoluer rapidement culturellement. Et c'est ça qu'il faut qu'on enseigne, comme tu disais. Allez, d'autres interventions, s'il vous plaît. Alors, On va essayer de faire moins long par question, parce que finalement... Ça dépend des globalement, vous questions. avez déjà dit beaucoup de choses, donc déjà, merci beaucoup à tous les 5 et merci pour votre complémentarité, parce que vous êtes tous complémentaires sur ce que vous dites. Alors moi, j'avais une petite anecdote pour commencer sur ce que vous avez dit sur l'eau. En fait, j'ai été voir un festival de courts-métrages, enfin les courts-métrages à Rennes, donc c'est des films fantastiques, et il y a eu une conférence sur les dystopies, et notamment un petit peu comment on fait évoluer l'homme dans des milieux un peu chaotiques, etc. Et en fait, il a été révélé en observant un petit peu différentes séries que on s'intéresse beaucoup à la nourriture et on fait beaucoup de recherches sur comment se nourrir, etc. Mais l'eau n'apparaît quasiment jamais. Et en fait, on a tendance à croire que on est tellement... on a tellement d'eau autour de nous et on y a tellement facilement accès, comme vous le disiez tout à l'heure, en ouvrant le robinet, que finalement, même dans les dystopies qui sont assez poussées, l'eau, elle arrive comme ça par magie et elle est présente et tout va bien. Donc déjà, je trouvais que c'était intéressant de revenir sur ça par rapport à ce que vous disiez. Et j'avais une question quand même pour Fabienne Paulin, justement sur le microbiote. Donc là, on y revient un petit peu, les écosystèmes, parce que vous nous avez parlé des programmes de sciences, donc notamment en SVT. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu, et c'est le problème, vous avez critiqué un petit peu l'éducation française, et je suis d'accord avec vous, je vous rejoins sur ce point, mais aussi sur le fait qu'on a tendance à fortement séparer nos disciplines, et du coup, on est prof de SVT, prof de physique-chimie, prof d'histoire, et ma question, c'est plutôt comment est-ce que on peut faire des liens pour les élèves, et comment est-ce que vous avez par exemple comparé ce qu'on voit en SVT avec d'autres programmes, je pensais à l'histoire géo et à la physique, pour qu'on puisse travailler sur le microbiote, mais pas uniquement à travers les SVT. Je ne sais pas si ma question est claire. Je peux compléter la question. Pardon ? Est-ce que je peux compléter la question ? Volontiers. D'ailleurs, je la complète. J'ai toujours été frappé de voir la distinction entre histoire et géographie, au bénéfice de l'histoire. C'est-à-dire l'agitation des humains et rien à foutre de la Terre. Et donc, on s'aperçoit que la Terre a son mot à dire. Et c'est exactement ce dont il s'agit en ce moment. Donc Fabienne Paulin, pour répondre. Oui, les disciplines scolaires. Alors, ce découpage oui, voilà. Ce découpage en disciplines scolaires, il est propre à chaque État, d'ailleurs. Donc en France, on a les SVT, sciences de la vie et de la terre. Alors, peut-être plus, moi je dirais plus les sciences du vivant et de la terre. Donc biologie, géologie ensemble. Je crois qu'en Suisse, on fait de la biologie et de la chimie ensemble. Dans d'autres, on fait de la géologie et de la géographie ensemble. Donc, c'est des choix, c'est des choix sociétaux. Alors, qui ont une cohérence, donc notamment sur la biologie et la géologie, la physique et la chimie. Effectivement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on prône, même dans les programmes et dans les instructions aujourd'hui, l'interdisciplinarité. Et à l'école primaire, c'est le lieu même. Je forme des futurs professeurs des écoles. Et on insiste beaucoup sur... D'ailleurs, eux, ils sont des généralistes. Ce sont des généralistes de l'enseignement. Mais ils restent quand même très marqués par leur propre scolarité, où on a vraiment séparé les disciplines. Et faire des ponts, c'est compliqué. Même entre les SVT et la physique, chimie. Or, le vivant, c'est une émergence des propriétés physico-chimiques de la matière. Donc, ce lien-là, même celui-là, est difficile. Et en plus, après, il y a les méthodes d'enseignement qui sont légèrement différentes, des intentions différentes. Et tout ça est marqué et se poursuit, bien sûr, dans le supérieur, avec une spécialisation de plus en plus forte. Et effectivement, ça fait des savoirs séparés, cloisonnés, je dirais même. Ce n'est pas tant séparés que cloisonnés. Et qui ne se parlent pas. Ça ne se parle pas, même entre les enseignants des différentes disciplines scientifiques. Les physiciens ont même plutôt tendance à parler avec les mathématiciens. Alors, ce n'est pas des physiciens, c'est des professeurs de physique avec des professeurs de mathématiques.
alors qu'ils ne sont pas sur les mêmes sciences. Il y a les sciences formelles d'un côté, les sciences de la matière de l'autre. Ils ont du mal à le reconnaître presque. Nous, on est sur des sciences de la matière, des sciences empiriques. On est sur des questions fonctionnalistes. Enfin, dans mon courant didactique, on définit ça comme ça, c'est-à-dire sur des questions du comment ça marche, de fonctionnement. Mais on est aussi beaucoup, nous, en biologie et en géologie, c'est là qu'il y a la cohérence, sur l'historique, comment ça s'est passé, comment l'évolution est à la fois une science où on va expliquer des mécanismes, mais on va aussi essayer de reconstituer une histoire. Le lien avec l'histoire et la géographie est faite. Nous, on dit que dans nos sciences, on a des parties de sciences historiques, et en ce moment, je suis dans un séminaire où on travaille avec des historiens, des sociologues, enfin des sciences humaines aussi, où on a des liens. Mais pour faire tout ça, eh bien, pour l'instant, c'est à l'université. Dans le monde scolaire, c'est encore très cloisonné. Effectivement, c'est un problème. C'est même des cultures différentes dans chaque discipline. Comment dire, il y a un attachement à ces disciplines. Je n'ai pas de solution pour l'instant. Je fais le constat. Il y en a une qu'on prône à Biogé qui justifie d'ailleurs qu'on ait pris un nom dans la littérature d'un philosophe, Michel Serres. Nous, on prône l'interdisciplinarité et ce que l'on demande, c'est que les programmes d'enseignement abordent des objets communs entre les matières chaque année du programme. Je l'ai défendu, moi, à l'Assemblée nationale, ça. Récemment, c'est en ligne sur le site de Biogé, si vous voulez voir, et je l'ai défendu à propos de la pomme. Voilà. Je parle d'une pomme et après, je la mange en plus. Ce qui fait que j'ai été à peu près le seul à avoir quelque chose un petit peu d'eau à cette réunion-là. Mais pour être plus sérieux, c'est l'idée que dans les programmes, il faudrait qu'il y ait chaque année quelque chose qui lie les SVT à l'histoire, par exemple. Moi, en tant que concepteur de programme depuis 30 ans, j'ai demandé ça répétitivement, on l'a jamais eu. On a travaillé dans votre coin, quelqu'un d'autre fera l'unité. Oui, mais en fait, personne ne se soucie de faire l'unité. Mais la solution, ce serait ça, c'est de forcer les profs à travailler ensemble par le biais d'un objet où ils apportent des éclairages différents. Et avec du terrain. Pour faire ce genre de science, il faut emmener les gamins vers une carrière, un bord de mer ou un bout de montagne. Pour revenir à l'eau, 2 chiffres que vous pouvez noter, c'est intéressant d'avoir de la science derrière tout ça. Un humain, il boit 2,5 litres par jour, 1 litre sous forme d'eau liquide, le reste sous forme d'alimentation. Calculé 80 ans, il faut 75 000 litres d'eau physiologique pour un humain dans sa vie. Il y a des pays qui n'ont pas ça. Par habitant, au Qatar, ils n'ont pas ça. Et pourtant, ils sont capables de refroidir des stades pour jouer au football, tu vois. Donc on est dans les paradoxes totaux de ce qui se passe aujourd'hui. Même si on oublie l'eau, il faut 75 mètres cubes pour une vie humaine d'eau de qualité correcte pour pouvoir survivre. Avec un vocabulaire qui mérite d'être un peu plus vivant. Je vois le ministre et il me dit « Ouais, ton idée, elle est vachement bonne. On va créer les aires éducatives fluviales. » Je lui ai dit « Tu crois que ça ne serait pas mieux de dire « Adopte ta rivière » ? Allez, encore une question, ce sera probablement la dernière. Bonsoir. Alors 2. Donc moi, ma question, c'est sur les sols morts ou les sols vivants. Donc j'entends bien qu'il y a de plus en plus de sols morts, et ça c'est vraiment consternant. Et alors, je travaille avec des vignerons, certains sont dans le sud de la France. Dans le sud de la France, il y a le problème du manque d'eau. Et certains pratiquent le labour parce qu'ils veulent éviter l'eau, donc éviter les problèmes d'évaporation. Donc ce sont des solutions à court terme, bien sûr. Êtes-vous, vous, avec la connaissance que vous avez, optimiste sur l'aptitude de récupérer de la vie dans les sols lorsqu'on est dans des conditions de climat presque arides maintenant ? Alors, il n'y a pas de sol mort en France parce qu'il y a une telle résilience de la vie, notamment microbienne dans les sols, qu'on ne peut pas tuer un sol. Par contre, il y a des sols, effectivement, où la vie est très atténuée en nombre d'individus. C'est ce que tu insistais là-dessus. Ça, c'est de la biodiversité qui est perdue, d'ailleurs, et qui vivent au ralenti et qui ont besoin d'être mis sous perfusion. Il est, par exemple, parfaitement faux que dans la vigne, l'interrang enherbé fasse concurrence à la vigne elle-même. C'est vrai si la vigne, elle a grandi sans jamais d'enherbement, parce que du coup, elle met ses racines en surface, c'est là qu'arrive l'eau. Donc, si vous mettez de l'herbe par-dessus, là, il y a concurrence. Si une vigne a grandi dès le début enherbée, c'est de l'eau profonde qu'elle va chercher. Et comme l'eau rentre mieux dans un sol enherbé que dans un sol labouré, surtout si on passe dessus avec un tracteur après, il s'écrase plus facilement s'il est labouré que s'il y a de la verdure. C'est vrai que si vous avez des racines en profondeur et de la végétation, votre vigne se nourrit mieux. Par contre, si vous ne lui avez jamais mis la concurrence de l'enherbement, ça ne marche pas. Donc, il y a aussi des phénomènes d'hystérésis d'histoire du système qui font que c'est difficile de réverser. Mais pour ce qui est du sol, les réversions sont rapides.
en fait, quand vous passez à des agricultures dites régénératives ou alors des formes de permaculture, vous observez des changements en 4 à 5 ans. En fait, on est dans un endroit où la perturbation de la biodiversité et de l'environnement, notamment microbiotique, est vraiment réversible sur des courts termes. Ce n'est pas comme pour le climat. Hein. Vous arrêtez maintenant de faire du CO2 et vous en avez pour 15 ans encore de réchauffement. Sur les pêches, c'est pareil. Hein. On arrête de pêcher. En 2 ans, il y a une résilience qui s'installe. N'oubliez pas une chose, on ne peut pas résilier si on est mort. Hein. Donc il faut d'abord qu'on ait été capable de résister au trauma et à l'agression pour qu'on puisse développer peut-être une résilience. Mais c'est vrai que ça va très vite. Hein. Ce qu'on appelle le repos éternel. Allez, dernière question. Bien, bonsoir. Moi, je voulais revenir sur ces questions de révolution et il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors, j'avais une remarque et une petite question à la fin, vous verrez, je pense qu'elle va bien clore. Sur la révolution, on a quand même vécu pendant 1 siècle et demi, hein, depuis la fin du 19e, dans un monde totalement dominé par la chimie de synthèse. Et on voit qu'aujourd'hui, notre Terre étouffe de cette chimie de synthèse avec les plastiques, les pesticides, les substances médicamenteuses qui polluent nos eaux et nos sols. Et c'est peut-être ça la révolution, c'est d'essayer de mettre le vivant enfin au cœur de la question. Et c'est la Fédération Biogé est certainement ça. Remettre le vivant, remettre ces microbes au centre de la question. N'est-ce pas ça la révolution à votre sens? Moi, je la sentais bien comme ça. Puis une dernière question pour vous et puis les gens dans la salle que je me posais, c'est qu'est-ce que ça vous fait maintenant de vous sentir un peu comme moi je me sens plus tout seul, de ne plus être cet individu qui est par exemple Marc-André ou Fabienne, mais Marc-André et des millions de microbes, puisque l'organisme que tu es, Marc-André, ou que je suis, moi, Philippe, c'est moi plus ces millions de microbes qui m'habitent et avec lesquels je vis sans le savoir. Qu'est-ce que ça fait? Je peux te répondre, je me sens moins seul. Marc-André? Ça donne surtout envie d'utiliser ça comme un levier pour la santé. Et on parlait de résilience à l'instant. Je ne sais plus, je crois que c'est Joël qui nous a dit que 6 mois d'alimentation avec des fibres variées, donc végétales variées, en 6 mois, on arrivait à augmenter la diversité dans le tube digestif de 30%. Ces résiliences sont incroyables. Et même mes cheveux vont repousser. Oui, d'ailleurs, je voulais t'en parler. Gilles Boeuf, pour conclure, parce qu'on parlait du lien aussi qui est extrêmement important dans cette révolution qu'on sent bien nécessaire aujourd'hui, en particulier dans le monde du sol, de l'agriculture, etc. Cette révolution, il faut la faire aussi avec les agriculteurs, justement. Complètement, parce que sinon ça ne marchera pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est arrêter ces lobbies cyniques, complètement. Ils savent qu'ils ont perdu, on va bien sûr arrêter ça. Mais continuer à faire du pognon avec ça. Regardez les coopératives agricoles, ça a été une merveille en France, les coopératives agricoles. Ça a commencé quand à ne plus marcher? Quand ils ont commencé à vendre ces produits chimiques qu'on évoquait avec la chimie de synthèse. Donc aujourd'hui, et je vais rassurer effectivement Anne-Cécile, si on s'y met, Einstein a dit un truc parmi beaucoup de choses. Hein. Il disait, comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les mentalités qui les ont créés? On est en plein là-dedans. Il disait aussi, on ne peut pas laisser le monde dirigé par des fous, des stupides ou des méchants. On ne doit pas les laisser faire. Donc tu vois, c'est l'appel à la rébellion et à la révolution qu'on évoque ici, là. Mais en tout cas, on ne fera pas ça sans aujourd'hui la prise en compte très sérieuse du monde des micro-organismes. Il faut aussi pas mal d'études en plus, hein, parce que les écologues, nous, marins, les écologues du micro avaient dit déjà depuis longtemps, allez-y. Hein, les médecins s'en sont emparés il y a très peu de temps. Hein. On avait commencé beaucoup sur d'autres systèmes que le corps humain. Maintenant, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait un papier. Et je termine sur un truc qu'on vit très mal en ce moment, c'est l'autisme en train de monter. Parce que là, on a assassiné, je pèse mes mots, nos gamins avec les masques durant le Covid. Quand je voyais au CHU à Bordeaux arriver un type avec un bébé qui avait 15 ou 20 mois avec un masque, il me dit oui, au début il bouffait, maintenant il l'accepte. Et vous savez, le gamin, il va finir par accepter d'être violé tous les jours aussi. Hein. C'est ça la résilience. Et deuxièmement, c'est les écrans. En ce moment, l'exposition de nos enfants aux écrans, c'est une véritable catastrophe sur le développement cérébral. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que l'humain est très particulier. Comment les dieux ont inventé un truc comme ça, tellement prématuré, que quand le bébé il sort de la maman, vous le posez par terre, il est foutu dans le quart d'heure qui vient s'il est tout seul. Donc c'est une espèce très particulière. Et on sait maintenant que dans la maturité du cerveau humain et de ce qu'il est devenu, hein, l'anthropocène, tout l'accompagnement après justement la rupture de la poche des os que j'évoquais tout à l'heure, et cet ensemencement microbien, il est fondamental sur ce que va devenir le bébé et ensuite l'adulte.
Et ça, on ne peut pas le rater. Et ça, il faut qu'on le prenne en considération. C'est vraiment très important aujourd'hui. Marc-André Sellos, le mot de la fin, s'il vous plaît. C'est vous qui allez conclure quand même, cher ami. Nous donnez rendez-vous demain, par exemple. Oui, alors d'abord demain matin à 9 h, effectivement, en salle, crayon et cahier à la main. Non, plus. En fait, je pense que pour en revenir à ce qui est aussi une des idées phares de Biogé, c'est que tout ça, ça n'aura de sens que s'il y a des citoyens qui ont envie de leur subvention, de subventionner certains modes de production plutôt que d'autres, et qui, dans leurs achats, vont acheter certains produits plutôt que d'autres. Et c'est ça dont on manque. Et finalement, ce que font les vieux et la formation des jeunes, c'est un peu la poule et l'œuf. On a vraiment besoin de penser aussi l'éducation et de préparer par l'éducation une nouvelle génération qui accepte et utilise la révolution microbienne. Merci beaucoup. Bonne soirée.